Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue dans ce webinaire informatif de la catégorie AHK Lecture Series organisée par la Chambre allemande de commerce d'industrie au Maroc sur la thématique des nouveautés de la loi de finances 2021. Je m'appelle Sarah Plançon et je travaille pour la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc et je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire et de vous accompagner pour cette heure à venir. Pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts, M. Kamel Habashi, avocat associé du cabinet HB Law Firm, et M. Tayeb Chouaib, expert comptable du cabinet Audinex. Avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques mots aux participants sur le déroulement du webinaire. Après la présentation de nos experts, un moment questions-réponses sera organisé. À ce titre, tous les microphones et les caméras des participants sont désactivés pour ne pas perturber la présentation. Si donc vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire, les onglets questions du chat sont à votre disposition. Les équipes de l'AHK Maroc y répondront instantanément et je lirai à voix haute les questions à nos experts en fin de séance afin qu'ils puissent y répondre. Merci à toutes et à tous pour votre attention et bonne écoute. Je laisse maintenant la parole à M. Habashi. Merci à la Chambre allemande de nous avoir donné cette opportunité de présenter un peu les nouveautés de la loi de finances 2021, malheureusement qui ne se déroule pas en mode présentiel, donc compte tenu de la pandémie, donc on va devoir le présenter en mode distanciel. J'espère qu'on va être très bref par rapport à cette présentation et comme ça on ouvre le débat plus tard avec les participants pour pouvoir échanger s'il y a éventuellement des questions-réponses. Alors, la loi de finances 2021, comme vous le savez, elle est venue dans un contexte un peu particulier. Donc, suite à la pandémie, comme vous le savez, il y a eu une loi de finances rectificative à travers laquelle on a essayé de se rattraper d'un certain nombre de choses. Et plus tard est venue donc la loi de finances classique de 2021, qui est venue justement pour corroborer, pour s'inscrire toujours dans la continuité, pour faire face à cette crise sanitaire qui a impacté un peu le volet économique, et donc qui s'inscrit beaucoup plus dans un plan de relance économique, à savoir essayer de redynamiser un petit peu l'économie, sauvegarder les emplois qu'on a perdus malheureusement, et plus ou moins accélérer donc le processus de la promotion et la bonne gouvernance, notamment du secteur touristique. Donc c'était grosso modo un peu le premier axe sur lequel s'est basée cette loi de finances. Puis il y a eu également cette volonté du politique, c'est-à-dire de la part du gouvernement, d'essayer un peu de généraliser la couverture sociale durant la crise sanitaire. Donc on a senti le besoin de cette couverture sanitaire, on a senti un peu les lacunes de cette couverture et la précarité d'un certain nombre de personnes. Donc on a jugé aujourd'hui opportun plus que jamais donc de faire accélérer ce processus, de faire de cette extension pour permettre justement à des salariés qui n'étaient pas auparavant éligibles d'accéder à cette couverture, notamment les travailleurs indépendants, les personnes qui ne sont pas salariées, donc pour pouvoir un petit peu accéder à cette couverture sociale. Il en est également de même comme axe, je pourrais ajouter, qui s'inscrit également dans cette loi de finances 2021, c'est l'instauration plus ou moins ce qu'on appelle l'optimisation et le bon fonctionnement du service public et de l'État en général. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État est en train de revoir plus ou moins son mode de gestion, comment instaurer l'équilibre structurel et macroéconomique, donc à travers des réformes structurelles qui pourraient toucher directement le bon fonctionnement de l'État. Et quand je dis l'État, c'est-à-dire l'administration, mais également les établissements publics, les entreprises publiques, etc. Alors, voilà plus ou moins le contexte global dans lequel s'est inscrite cette loi de finances 2021, qui est un peu particulière, mais ça n'empêche, elle a introduit quand même des dispositions qui pourraient plus encourager l'investissement, mais également aller de l'avant pour permettre à un certain nombre de s'inscrire dans la continuité, toujours dans le cadre de l'élan qui a été marqué par la loi de finances 2019 et la loi de finances 2020. Donc, sans tarder, je vais essayer un petit peu de vous parler de
la première nouveauté en matière d'IS. Donc, on va un petit peu axer la présentation selon l'impôt. Donc, première mesure qui concerne l'IS, à travers cette mesure, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du statut de CFC, les OPCI et d'autres aspects qui touchent l'IS. Alors, en ce qui concerne le statut de CFC, ce qu'on appelle Casablanca Finance City. Donc, pour rappel, pour les personnes qui n'ont pas l'historique de ce statut, c'est-à-dire ce statut qui permet à des entreprises installées à Casablanca Finance City d'accéder à un statut particulier fiscal qui leur donne un certain nombre d'avantages dès lors que leur chiffre d'affaires est à l'export et ce chiffre d'affaires s'inscrit dans le cadre de, on va dire, placer Casablanca dans le cadre d'une place financière mondiale à l'image de Hong Kong, de Londres, etc. Alors, c'est quoi la nouveauté? Donc, comme vous le savez, auparavant, il y avait une exonération de l'IS pendant 5 ans. D'accord? Et après les 5 années, donc il n'y aura pas une exonération permanente, mais on va assister à un IS à taux réduit qui était de 8,75. D'accord? Pour ce qui est du chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, le Maroc, on va dire pourquoi il est revenu à la charge sur cet aspect-là, pourquoi cet avantage n'est plus d'actualité. Comme vous le savez, le Maroc a été épinglé à maintes fois par l'Union européenne. Vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle la liste grise et notamment les paradis fiscaux. Aujourd'hui, la chasse est lancée contre les paradis fiscaux et les pays qui pour des considérations fiscales, essaient de jouer, on va dire, entre parenthèses, la concurrence déloyale. Donc aujourd'hui, le Maroc, il était acculé par l'Union européenne de revoir sa fiscalité, notamment celle de CFC, pour l'inscrire dans le cadre de quelque chose qui est acceptable par les partenaires, notamment l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est revenu un peu sur cet avantage fiscal qui était considérable et d'ailleurs, il a impacté quand même la place parce qu'on a assisté à quand même pas mal d'entreprises locales ou étrangères qui sont installées dans cette place pour justement profiter de cet avantage fiscal. Alors, la nouveauté aujourd'hui avec la loi de finances 2021, c'est que on va maintenir quand même l'exonération de 5 ans, les premières 5 années, d'accord? Mais après les 5 premières années, donc on va switcher vers un taux de 15% et non pas un taux de 8,75. Et bien entendu, aujourd'hui, on ne parle pas de la totalité du chiffre d'affaires, mais d'une partie du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que l'exonération ne va pas toucher tout le chiffre d'affaires, mais uniquement la partie du chiffre d'affaires qui est liée à l'exportation et les plus-values immobilières qui sont de sources étrangères. Vous allez me dire, qu'en est-il des sociétés qui étaient déjà installées, qui ont déjà profité de l'avantage? Donc, on ne peut pas venir ébrusquer la chose comme ça. Donc, la loi de finances 2021 a quand même permis à ces sociétés de profiter toujours de cet avantage et elle leur a accordé une rallonge jusqu'au 31 décembre 2022. C'est-à-dire vous allez continuer quand même à profiter de cet avantage jusqu'à 2022. Après 2022, c'est-à-dire le 1er janvier 2023, eh bien, on va essayer d'harmoniser toutes les sociétés et les entreprises implantées à Casablanca Finance City vont devoir avoir un système uniforme. Autre nouveauté de la loi de finances 2021, c'est que aujourd'hui on a dit à ces sociétés-là, CFC, que les établissements de crédit et les sociétés d'assurance seront exclus de l'avantage. C'est-à-dire, on a vu à un moment donné une précipitation de certaines sociétés qui s'inscrivaient dans le cadre de cette activité à aller s'implanter à CFC. Et bien aujourd'hui, il y a une exclusion formelle de ces activités-là. Quand bien même ils sont implantés sur cette place, ils ne vont pas profiter de cet avantage fiscal. Donc voilà grosso modo un peu la particularité de cette disposition qui concerne CFC. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu dernièrement, il y a une semaine, grâce à cette disposition et d'autres bien entendu, aujourd'hui le Maroc est sorti de la liste grise et donc il n'est plus aujourd'hui
pointé du doigt de la part de nos partenaires de l'Union européenne. Donc, il n'est plus considéré comme étant un pays à risque et donc on n'est plus sur la fameuse liste grise. Donc, aujourd'hui, on est traité comme un pays partenaire qui a une fiscalité qui présente quand même, qui répond, on va dire, aux standards de l'Union et notamment de l'OCDE. Deuxième avantage, comme vous savez, qui était très attendu, celui de ce qu'on appelle les OPCI, ou ce qu'on appelle dans le jargon commun, les organismes de placement collectif immobilier. Alors, encore une fois, je vais essayer un peu de planter le décor pour les personnes qui ne sont pas familières avec les OPCI pour un peu vous dire qu'est-ce que c'est qu'un OPCI. Donc, comme vous le savez, l'OPCI a été mis en place en 2016 par la loi 70-14, la loi relative aux organismes de placement collectif immobilier, qui a été publiée au bulletin officiel 6501 du 19 septembre 2016. C'est quoi l'OPCI? En grosso modo, c'était quoi l'objectif de cette loi? Bon, l'OPCI, comme vous le savez, ce n'est pas un instrument purement marocain. Comme vous le savez, c'est un instrument qui existait déjà dans d'autres pays et donc on a essayé de l'importer au Maroc pour pouvoir dynamiser, on va dire, le marché financier, le marché boursier, mais aussi le marché immobilier, donc à travers de nouveaux véhicules. Et donc, parmi ces véhicules, donc, on a ces OPCI. Donc, il a pour but de mobiliser l'épargne et de l'orienter vers un financement beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé, au lieu d'avoir un marché immobilier qui n'est pas assez organisé et donc qui se retrouve des fois avec des montages qui ne répondent pas à l'attente de l'épargnant, on va dire. Il permet également à des investisseurs, notamment les institutionnels, d'avoir de nouveaux instruments. Et au lieu d'avoir uniquement les OPCVM, la titrisation, etc., vous avez des nouveaux instruments, de nouveaux véhicules qui vous permettent de placer et de drainer l'épargne. Aujourd'hui, il y a une véritable épargne qui souhaite placer son argent au niveau de l'immobilier, mais malheureusement, ils ne trouvent pas d'instruments ou de véhicules fiables qui pourraient répondre à leurs attentes. Donc aujourd'hui, on a ramené ces OPCI et en quelque sorte répondre également à des fonds immobiliers liquides qui ont besoin du papier. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a de la demande, mais c'est que simplement, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de véhicule qui répondent à ces standards-là. Et donc, un OPCI, c'est quoi? Il investit dans tout ce qui est locatif, c'est-à-dire à travers des acquisitions, à travers carrément des constructions, c'est-à-dire c'est lui qui va construire, et à travers carrément d'acheter des biens qui va les rénover, mais cette activité s'inscrit toujours dans le cadre du locatif, ce qu'on appelle le locatif, et à travers la perception de ce loyer, donc il va pouvoir distribuer ce qu'on appelle des dividendes aux différents actionnaires de cet OPCI, c'est-à-dire les copropriétaires ou les détenteurs des titres de cet OPCI. Donc, grosso modo, c'est un organisme à l'image des OPCVM, vous connaissez les OPCVM, les SICAV et les FCP. Donc, c'est un organisme qui s'inscrit dans une activité purement locative, d'accord? Et pour l'encourager, pour pouvoir drainer de l'épargne, donc le législateur a souhaité à ce qu'il profite d'un certain nombre d'avantages fiscaux, d'accord? Donc, parmi ces avantages fiscaux, on va essayer de voir quelle était la nouveauté. Autre particularité de l'OPCI, c'est que derrière lui, il y a une société de gestion qui le gère et que cette société de gestion doit être agréée par l'AMFC, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve avec un organisme qui n'est pas libre. On est quand même dans une activité qui est sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas créer un OPCI comme ça. Il faut bien entendu au préalable avoir l'agrément de l'AMFC et d'ailleurs c'est l'AMFC qui continue à le contrôler, bien sûr en sus des contrôles classiques, commissariat aux comptes, etc. Il y a également un contrôle qui est effectué en amont et en aval par l'AMFC en tant que véhicule, en tant qu'instrument financier qui répond à un besoin au sein du marché financier. D'accord? Donc ça c'est un rappel sur le plan juridique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un OPCI. Bon, grosso modo, je vous ai donné un peu la
la particularité de ce véhicule. Sur un plan fiscal, donc, on a parlé des OPCI sur le plan fiscal depuis 2018. Aujourd'hui, c'est la continuité. Et heureusement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on constate de plus en plus de création d'OPCI et l'AMMC de plus en plus accorde des agréments. Vous allez me dire, oui, l'OPCI tel qu'il se présente, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, je vous l'accorde. C'est vrai qu'il y avait des foncières auparavant qui existaient, mais ces foncières ne mobilisaient pas l'épargne comme on le souhaite aujourd'hui avec l'OPCI et ne profitaient pas d'un avantage fiscal particulier. Aujourd'hui, avec ce format-là, vous avez un cadre juridique qui répond à des standards, qui est soumis à un contrôle, d'accord? Derrière, vous avez une mobilisation de l'épargne, donc vous avez des épargnants qui sont plus ou moins à l'aise par rapport à cet organisme parce qu'ils présentent un certain nombre de garanties quand même. Et pour justement encourager les gens d'aller vers un OPCI et rendre l'accès au marché immobilier beaucoup plus mature et beaucoup plus structuré, donc on va rentrer à travers ce véhicule pour pouvoir accéder au marché immobilier et le dynamiser, et notamment le locatif. C'est le locatif aujourd'hui qui fait défaut. On a essayé de le redynamiser. Alors, le locatif, au départ, l'OPCI était destiné uniquement au locatif professionnel, c'est-à-dire dédié aux professionnels. La nouveauté cette année, c'est qu'on a essayé d'élargir l'assiette pour toucher également au locatif à usage d'habitation. Donc, on va essayer de redynamiser un peu le marché et le locatif professionnel et le locatif à usage d'habitation. Comme vous le savez, le locatif à usage d'habitation, il a du mal à s'améliorer, à se développer en raison des déboires. Vous connaissez un peu la chanson, mais aujourd'hui, avec les OPCI, on va essayer de rentrer dans une dynamique qui est nouvelle pour permettre à la fois d'accéder à ce marché, mais également de drainer, de mobiliser les l'épargne. Alors, l'avantage aujourd'hui en matière d'IS, c'est qu'il y a une exonération des bénéfices. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, un OPCI ne paie pas d'IS par rapport aux résultats qui sont dégagés. Il ne paie pas également la retenue à la source au titre des produits et des actions qu'il touche. Donc, à chaque fois qu'il y a un produit, il n'y a pas de retenue à la source. Il y a une exonération au niveau de la retenue à la source au titre des produits de placement, notamment les certificats de sukuk. Dernièrement, on a entendu parler de pas mal de certificats de sukuk qui ont été émis sur le marché. Et bien aujourd'hui, les produits qu'on va toucher par rapport à ces certificats sont également exonérés au titre de cette retenue à la source. Bien entendu, je rajoute également un abattement de 60% sur les produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI. Le droit commun veut qu'il y ait un abattement de 100%. Aujourd'hui, l'OPCI profite d'une exonération en termes d'IS, donc on a dit quand même les personnes qui vont toucher le bénéfice au titre d'un dividende versé par l'OPCI, on va leur accorder quand même 100%. On va essayer de fiscaliser quand même une partie du bénéfice. Donc, in fine, la personne qui touche le dividende va profiter d'un abattement de 60%, donc il ne va payer que sur la base de 40%. Par rapport à ces exonérations-là, ils sont conditionnés, bien entendu. C'est-à-dire, ce n'est pas un cadeau offert comme ça, mais pour profiter justement de ça, il faut répondre à une condition. Et bien, la condition sine qua non, c'est qu'il faut qu'il y ait une distribution d'au moins 85% du résultat de l'exercice. C'est-à-dire, aujourd'hui, on encourage l'OPCI à aller dans la distribution des dividendes et non pas le capitaliser. D'accord ? C'est-à-dire aujourd'hui, on veut quand même mobiliser l'épargne, mais cette épargne qu'on va mobiliser, il faut quand même qu'on rémunère ces porteurs et cet épargnant pour l'encourager à venir vers l'OPCI. Donc, ce qu'il faut noter ici, première nouveauté, c'est qu'on a également touché le locatif à usage d'habitation. Deuxième nouveauté, c'est qu'il faut distribuer 85% du résultat pour pouvoir profiter des avantages que je venais de lister. D'accord ? Autre avantage fiscal, c'est que c'est l'apport. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a, comme je vous ai dit, pas mal de foncières qui veulent se transformer en OPCI. Pour avoir le statut d'OPCI, comme je vous ai dit, il faut avoir un agrément, etc.
mais également, on pense toujours à l'aspect fiscal. J'ai tout un patrimoine immobilier. Si aujourd'hui, je veux l'apporter à une nouvelle entité, eh bien, comme vous le savez, il y a un coût fiscal à cela. Et bien, justement, pour encourager ce passage, pour encourager les foncières d'aller vers les OPCI, donc on a instauré une exonération au titre de la plus-value qui sera réalisée suite à cet apport. Donc, il y aura un sursis, il n'y aura pas d'imposition. Et postérieurement, donc une fois que vous allez apporter ce bien, que ce soit une personne morale ou une personne physique, comme vous le savez, à l'occasion d'un apport, vous allez toucher, vous allez pas toucher, vous allez recevoir en contrepartie des titres. D'accord? Et bien ces titres qui revêtent la forme soit d'une action, soit d'une part sociale, et bien si demain vous souhaitez céder ces titres, et bien vous allez profiter également d'une exonération, enfin d'une réduction de 50% au titre de l'IS ou de l'IR, selon le cas, notamment au titre de la plus-value qui sera réalisée. Et donc là, regardez, vous allez profiter quand même du passage, donc le passage vers l'OPCI, et postérieurement, si vous envisagez de céder quand même le titre, vous avez quand même une réduction. Alors, l'ancienne mesure qui accordait cet avantage est arrivée à échéance en décembre 2020. Avec la loi de finances 2021, donc on a repoussé l'échéancier jusqu'à fin décembre 2022. Et aujourd'hui, la tendance, le législateur souhaite encore accorder des avantages pour pouvoir asseoir toute une industrie, on va dire, des OPCI. Donc aujourd'hui, les opérateurs économiques, ils ont jusqu'à décembre 2022 pour transformer pour soit créer carrément des OPCI ou transformer les anciennes foncières, on va dire, en OPCI pour pouvoir répondre à ces conditions-là. Autre avantage, exonération, et là c'est un avantage beaucoup plus qui concerne les entités publiques et qui s'inscrivent dans le cadre du mouvement de privatisation et de transfert des entreprises étatiques vers le privé. Donc ça nous rappelle un peu les années 90, les années 2000. Et bien aujourd'hui, il y a une mesure qui est prévue au niveau de la loi de finances 2021, ça veut dire que le gouvernement, il a une idée en tête derrière lui, c'est-à-dire il faut encore réactiver le processus de privatisation d'un certain nombre d'établissements publics, notamment dans le secteur hôtelier. Donc aujourd'hui, la mesure consiste à exonérer les produits de cession de participation, c'est-à-dire aujourd'hui l'État souhaite céder sa participation, et bien il faut que le produit de cette cession soit exonéré, et cette exonération touche les participations détenues dans des établissements ou des entreprises étatiques. Dans la liste, cette fois-ci, a été fixée par un tableau. Donc vous avez deux tableaux qui fixent la liste des établissements publics concernés et la liste des établissements hôteliers qui sont concernés par cette mesure. Elles ne sont pas bien sûr considérés comme produits imposables. Les produits des cessions des participations des entreprises, des établissements et entreprises publiques ou de leurs filiales réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par la loi 3989. Cette loi, c'est la loi sur la privatisation qui autorise le transfert d'entreprises publiques au secteur privé. Donc, la liste des entreprises visées a été dressée, donc c'est une liste exhaustive qui concerne ce transfert. Et bien sûr, cette disposition entre en effet en vigueur à compter du 1er janvier 2021, c'est-à-dire toute transaction antérieure à janvier 2021 n'est pas concernée par cette disposition. Donc, on parle de tout ce qui est au-delà du 1er janvier 2021. Voilà un peu. Et bien sûr, le dernier avantage fiscal, c'est la déductibilité fiscale aux dons et argent en nature octroyés aux associations d'utilité publique qui œuvrent dans un but environnemental. Donc, on avait cette mesure dans les anciennes lois de finances, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une entité reconnue d'utilité publique dans un secteur particulier, scientifique, culturel, éducatif, etc. Donc, il y avait cette déductibilité fiscale. Aujourd'hui, on a étendu la chose également à des entités, à des associations, pardon, qui œuvrent dans le domaine environnemental, c'est-à-dire ces entités-là, si vous faites des dons à ces associations, vous profitez également de la déductibilité fiscale par rapport à votre résultat, à vos impôts. D'accord? Donc voilà un peu grosso modo les principales, on va dire, mesures
fiscale en termes accordés par la loi de finances 2021 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Sans plus tarder, donc, on va parler également des mesures relatives à l'impôt sur le revenu. Et pour cela, donc, je vais céder la parole à mon collègue Chouaib qui va vous parler, qui va rentrer dans les détails des mesures qui ont été introduites et leur impact sur l'économie. À toi, Chouaib, je te cède la parole. Merci, Maître Kamal, par rapport à cette présentation, à ce tour d'horizon par rapport au volet de l'IS. Par rapport au volet et les mesures relatives à l'impôt sur le revenu, comme vous le savez, l'année 2020 a été difficile par rapport au recrutement et par rapport à l'emploi, avec un haussement du taux de chômage et une baisse de recrutement des nouveaux recrues. Donc, le législateur, il a voulu encourager les sociétés à recruter davantage. Et dans ce cadre-là, il a instauré deux principales mesures d'encouragement d'emploi, à savoir la première mesure qui consiste à une exonération du salaire versé à l'occasion du premier recrutement d'un salarié. Et surtout, cette mesure vise les jeunes diplômés qui constituent pour eux leur premier recrutement. Alors, l'exonération d'hier sera pour une période de 36 premiers mois à compter de la date de leur début de recrutement. Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur doit respecter deux conditions cumulatives, à savoir que le contrat du salarié soit un contrat à durée indéterminée et aussi que le contrat soit réalisé courant l'exercice 2021 du 1er janvier au 31 décembre et aussi que l'âge du salarié ne dépasse pas 35 ans à la date de la conclusion de son premier contrat. En cas de non-respect de ces deux conditions cumulatives, l'employeur sera régularisé d'office sans procédure et aussi il faut noter que les employeurs restent soumis aux obligations de déclaration de ses salariés et notamment la déclaration de NETA 9421 qui intervient le 28 février comme dernier délai. Deuxième mesure d'encouragement, c'est pour l'IR des salariés ayant perdu leur emploi pour des raisons liées à la pandémie de Corona. Donc, pour les salariés qui vont toucher un salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams versé par une entreprise et pour les personnes qui étaient déjà salariés et qui ont perdu leur emploi pendant la période du Corona, à savoir du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020. Alors, le salaire qui sera versé, et comme j'ai dit, à plafonné à 10 000 dirhams brut, sera exonéré de l'impôt sur le revenu pendant les 12 premiers mois de leur recrutement. Pour cela, l'employeur doit aussi respecter trois conditions cumulatives, à savoir que le salarié doit être recruté au cours de l'année 2021, que le salarié doit avoir bénéficié de la caisse d'emploi relative au régime de sécurité sociale et que le salarié ne peut pas bénéficier deux fois de l'exonération précitée. Donc, une seule fois, le salarié peut bénéficier de cette exonération. Donc, à titre de rappel aussi, en cas de non-respect de ces trois conditions, l'employeur sera régularisé d'office sans procédure. Pour l'employeur, aussi, il faut rappeler qu'il est toujours redevable d'une déclaration de ses salariés qui bénéficient de cette exonération et qui doit les déclarer dans un imprimé séparé avec l'État 9421 qui doit être déclaré, comme je viens de le dire, avant le 1er mars. Autre avantage de cette loi de finances 2021, c'est l'abattement forfaitaire applicable aux revenus salariaux versés aux entraîneurs, éducateurs et à l'équipe technique. Donc, juste à titre de rappel, pour
les gens qui ne sont pas initiés par rapport à la fiscalité de l'IR, les joueurs les professionnels, les sportifs professionnels bénéficient avant d'un abattement forfaitaire de 50% pour le montant brut imposable de leur salaire. Cet abattement n'est pas cumulable avec aucune autre déduction. On pourrait définir aussi un sportif professionnel comme tout sportif qui pratique contre rémunération à titre principal ou exclusif une activité sportive en vue de participer à des compétitions, manifestations sportives. La nouvelle mesure de la loi de finances 2021 incorpore aussi et englobe aussi les entraîneurs et les éducateurs et l'équipe technique pour qu'ils bénéficient aussi d'un abattement de 50% de leur salaire brut, sans aucune cumul avec une autre déduction. Pour bénéficier de cet abattement, les entraîneurs, éducateurs et équipes techniques doivent avoir déjà un contrat sportif professionnel, conformément à la loi 3009, et aussi une licence délivrée par les fédérations sportives. À titre transitoire, par dérogation, ces entraîneurs et éducateurs et l'équipe technique bénéficieront d'un abattement qui sera dégressif par année, à savoir en 2021, il sera de 90% d'abattement, 80% en 2022, 70% en 2023 et 60% en 2024. Autre mesure relative à l'IR retenue à la source sur les intérêts versés aux personnes physiques résidentes au titre des emprunts du Trésor. Donc, afin d'encourager l'épargne et la souscription aux bons de Trésor, le législateur a instauré une exonération des intérêts versés aux personnes physiques résidentes, je répète, résidentes au Maroc, au titre des emprunts qui sont soumis émis par le Trésor avant le 31 décembre 2021. Et ils sont exclus de ce régime les personnes physiques soumises à l'IR selon le régime de revenu net réel ou bien le revenu net simplifié. Donc, les personnes patentables sont exclues de cette exonération, uniquement on cible les particuliers. Autre chose par rapport à la loi de finances 2021, la prorogation de la période d'apport à l'OPCI des biens immeubles ouvrant droit à l'avantage fiscal. Les avantages fiscaux octroyés aux personnes qui apportent des biens immeubles, comme c'est bien expliqué par Maître Habachi, qui a vraiment dressé le décor et a fait le tour de la question relative à l'OPCI. Donc, lors de l'apport des immeubles inscrits à l'actif immobilisé à un OPCI, il y a une non-imposition de la plus-value réalisée suite à cet apport pour encourager les gens à adhérer à à souscrire et à participer à l'OPCI. Et aussi, lors de la cession des titres de l'OPCI, il y a une réduction de 50% en matière d'IR sur la plus-value. La loi de finances 2021, comme a dit Maître Habachi, il y a eu une prorogation du délai qui était avant, qui prenait fin au 31 décembre 2020. Maintenant, c'est 31 décembre 2022. Aussi, autre mesure, c'est l'élargissement des activités rentrant dans le cadre de revenus agricoles. Comme vous le savez, les revenus agricoles sont exonérés de l'IR au plafond de 5 millions de dirhams hors taxes. Donc, parmi les revenus agricoles, on comprend l'élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés. Maintenant, la loi de finances 2021 a incorporé aussi l'élevage des volailles et des écailles. Autre mesure relative à l'IR, il y a l'institution d'un droit complémentaire à l'IR payé par les personnes physiques soumises au régime de l'entrepreneur. À titre de rappel, les auto-entrepreneurs sont soumis à l'IR selon deux taux, à savoir 0,5% du chiffre d'affaires encaissé, je dis encaissé, du montant plafonné à 500 000 dirhams pour les activités
activités commerciales, industrielles et artisanales. Et il y a aussi une imposition à l'IR de 1% du chiffre d'affaires encaissé, dont le montant ne dépasse pas 200 000 dirhams pour les prestataires de services. Alors, conformément au discours royal de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a voulu généraliser la couverture médicale pour l'ensemble des citoyens marocains. Donc, il y a eu, dans cette perspective, il y a eu une instauration d'un droit complémentaire des entrepreneurs. Donc, ils vont payer encore plus de droits de 0,5 et de 1%, un droit complémentaire qui sera affecté au fonds d'appui à la protection sociale et la cohésion sociale, selon le barème suivant. Donc, les tranches de droits annuels, s'il paye moins de 500 dirhams de droits annuels, donc il sera, ou bien il va cotiser selon ses capacités, ou bien trimestriellement avec de 300 dirhams par trimestre, ou bien annuellement, one shot, à 1200 dirhams annuellement, et ça va de soi jusqu'à arriver à la tranche supérieure de 50 000 dirhams, où il y aura la possibilité de choisir entre un versement trimestriel de droits complémentaires de 3600 dirhams, ou bien d'un montant annuel des droits complémentaires de 14 400 dirhams, et cela rentre dans la couverture maladie obligatoire pour les entrepreneurs. Aussi, le remplacement du régime du bénéfice forfaitaire par le régime de contribution professionnelle unique, c'est une mesure phare de la loi de finances 2021 pour remplacer le bénéfice forfaitaire par une contribution professionnelle unique. Il n'y a pas de démarche à réaliser, la transformation se fait automatiquement auprès des impôts. Donc, le champ d'application, les personnes qui sont concernées par cette mesure, c'est les personnes physiques dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 2 millions de dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et 500 000 dirhams pour les prestataires de services. Il faut savoir aussi qu'ils sont exclus de ce régime les professions et les activités aux prestataires de services fixées par voie réglementaire, à savoir les médecins, les avocats, les notaires, etc. Pour les conditions d'application de ce régime de CPU, donc par abréviation, le chiffre d'affaires réalisé ne doit pas dépasser l'un des deux seuils, sinon on tombe dans le droit commun qui est le régime net réel ou bien le régime net simplifié. Et aussi l'adhésion au régime d'assurance maladie obligatoire qui est devenu obligatoire aussi pour les forfaitaires. Pour le mode de calcul de la CPU, donc la formule est si simple. Donc on prend le chiffre d'affaires annuel réalisé par le professionnel, qu'on multiplie par un coefficient. Ce coefficient, il a été arrêté par un tableau annexé au Code général des impôts. Le produit du chiffre d'affaires fois le coefficient va être imposé au taux fixe de 10%, qui est un taux libératoire de revenus. Pour les plus-values et indemnités à l'occasion, par exemple, de cession, de fonds de commerce, cession incorporel, marchandises, clientèle, etc., à ce moment-là, elle sera imposée au taux fixe de 20% qui est aussi libératoire. Comme les auto-entrepreneurs, les professionnels qui vont être soumis à la contribution professionnelle unique doivent aussi cotiser à un droit complémentaire pour la couverture médicale, et dont les produits seront affectés aussi au fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale. Et donc, comme on a vu chez les entrepreneurs, le même tableau, les tranches de droits annuels inférieures à 500 dirhams auront le choix de cotiser ou bien trimestriellement ou bien annuellement à leur choix.
Par rapport aux modalités de déclaration, la déclaration du chiffre d'affaires réalisé correspond à chaque activité ou profession exercée en même temps que le versement spontané. Donc, déclaration plus versement en même temps. Le contribuable, il a le choix ou bien de procéder à une déclaration par procédé électronique sur les plateformes simples ou bien sur papier d'après un imprimé modèle, et cela avant le 1er avril de l'exercice N+1. La base d'imposition pour l'année 2021, c'est la base de l'exercice professionnel de 2020 ou bien les activités réalisées en 2020. Les modalités de paiement, le contribuable, comme j'ai dit, il a la possibilité ou bien de payer spontanément par paiement trimestriel avant la fin de chaque trimestre, comme les acomptes IS par exemple, ou bien le paiement annuel avant le 1er avril de l'exercice suivant. Autre mesure phare aussi de la loi de finances 2021, c'est la réapparition de la fameuse contribution solidarité sociale qui a été instaurée dans la loi de finances 2013 et qui fait réapparition cette année-là en loi de finances 2021 aussi comme un sentiment de patriotisme pour cotiser et animer aussi la volonté gouvernementale vu que les ressources financières sont moindres cette année-là. Donc, il y a eu cette réapparition de la cotisation solidarité sociale. Pour bien l'assimiler, on a fait un tableau comparatif par rapport à l'IS et l'IR. Pour les personnes qui seront soumises à l'IS, la CSS est mise à la charge de l'ensemble des sociétés soumises à l'IS, à l'exclusion de 3 types de sociétés, à savoir les sociétés exonérées de l'IS de manière permanente sont exclues de la CSS. Les sociétés exerçant leur activité dans des zones d'accélération industrielle sont exclues aussi, et les sociétés qui sont installées dans Casablanca Finance City. Pour les personnes soumises à l'IR, la CSS est imposable pour les revenus professionnels, les revenus agricoles imposables, les revenus salariaux et assimilés et les revenus fonciers. La base d'imposition pour les personnes morales soumises à l'IS, elle est imposable sur la base du bénéfice net après impôt, selon les tranches à partir de 1 million de dirhams de bénéfice net jusqu'à 5 millions de dirhams, il y a un taux d'imposition de 1,5. Si le bénéfice net dépasse 5 millions de dirhams et plutôt entre 5 millions de dirhams et 40 millions de dirhams, c'est 2,5. Mais s'il dépasse 40 millions de dirhams de bénéfice net, il sera imposé au taux de 3,5%. Les personnes soumises à l'IR, quant à eux, est calculée sur la base du revenu global annuel net d'impôt pour les revenus professionnels et aussi les salaires nets annuels pour les salariés. Les deux, c'est à partir du seuil égal ou supérieur à 240 000 dirhams qui sont imposés à un taux fixe de 1,5%. Par rapport à la déclaration et au versement de la CSS, donc la déclaration, elle se fait séparément 3 mois après la clôture de l'exercice. Généralement aussi, on fait une clôture de l'exercice comptable le 31 décembre. Ça va être fin mars, comme la déclaration de résultat. La CSS s'applique au titre de l'année 2021 et aussi la CSS est considérée comme une charge non déductible, donc il faut la réintégrer dans le calcul du passage, à savoir. Et à titre d'information, le Conseil national de la comptabilité de l'ordre des experts comptables, il a mis sa note par rapport à la comptabilisation de la CSS en comptabilisant la CSS lors de l'exercice de son paiement. Donc, même si elle a référence à l'exercice précédent pour l'exercice
2020, mais la charge elle est comptabilisée, sera comptabilisée jusqu'à l'exercice N+1. Pour la CSS au titre des personnes soumises à l'IR, donc quant à eux, pour les personnes titulaires de revenus professionnels, agricoles et fonciers, la CSS sera déclarée et payée en même temps avant le 1er juin 2021. Le versement de la CSS intervient en même temps que la déclaration. Pour les personnes titulaires de revenus salariés ou assimilés, c'est l'employeur qui doit prélever la CSS et la verser le mois qui suit, avec une déclaration avant le 1er mars de l'année suivante. Aussi, si le salarié, par exemple, il a plusieurs salaires qui touche auprès de plusieurs entités, à ce moment-là, le salarié doit faire une déclaration de régularisation avant le 1er février de l'année 2022. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple que le salarié touche des salaires qui sont inférieurs globalement, pris séparément, qui sont inférieurs à 240 000 dirhams séparément, si on les regroupe ou bien les additionne, on va avoir un montant, un revenu global annuel qui dépasse les 240 000. C'est pour ça qu'il faut faire une déclaration de régularisation, comme j'ai dit, qui sera déclarée avant le 1er février de l'année suivante. Le versement du montant de la CNSS doit être effectué en même temps que la déclaration. Il faut savoir aussi que pour en cas de recouvrement, contrôle contentieux et les sanctions relatives en matière d'IR sont aussi applicables à la CSS, et même pour en matière d'IS, ils sont aussi applicables à la CSS. Pour le calcul de la CSS, il est simple, donc on prend le revenu brut global, on déduit les charges et les cotisations sociales obligatoires et on déduit aussi l'IR exigible. Le reste qui est le revenu net ou bien le salaire net va être imposé au taux de 1,5%. Alors pour décortiquer cette formule, on va prendre ces composants et les étudier. Donc pour le revenu brut, on a le revenu brut qui doit être de source marocaine, comprend les indemnités exonérées, les primes de rémunération occasionnelle, les avantages en nature et les remboursements forfaitaires. Pour les cotisations et obligations, on entend parler par les cotisations qui sont déductibles de la CSS, c'est les cotisations d'AMO et de CNSS généralement admises, et aussi on peut déduire aussi les conventions collectives de contrats groupes souscrits par les employeurs, comme par exemple la CNR, et sont exclus des cotisations au titre des contrats d'assurance maladie ou des retraites individuelles. Pour l'IR, on doit, c'est l'IR normal, donc le barème de 0 à 38%, sachant que les intérêts de logement ne sont pas déductibles du résultat de CSS. Donc, il faut les éliminer, calculer la CSS, puis recalculer l'IR relatif aux intérêts de logement. Le taux d'imposition, c'est un taux fixe de 1,5% par rapport à l'IR. Il n'y a pas mieux qu'un exemple pour illustrer rapidement le calcul. Donc, on prend pour ce salarié un revenu brut annuel de 500 000 dirhams. Qui comprend déjà des éléments exonérés de 20 000 dirhams. Donc, le revenu brut imposable sera de 480 000 dirhams, la différence. On va lui appliquer les frais professionnels de 20% qui sont plafonnés à 30 000 dirhams. On va déduire le retenu CNSS de 4,48. On va faire une retenue de l'AMO qui est de 2,26. Ça nous donne un revenu net imposable de 435 926 dirhams. Ce montant-là, c'est le revenu net imposable, on va lui imposer le barème de l'IR. Dans notre cas, c'est un barème
qui rentre dans la tranche de 38% avec un abattement de 24 400 dirhams, qui nous donne un revenu net de 344 673. Ce montant-là, on va lui imposer, appliquer un taux de CSS de 1,5% qui va nous donner 5 171 dirhams. Pour les modalités de liquidation de la CSS pour le revenu salariaux, donc on a deux cas de figure qu'on pourrait imaginer en pratique. Il y a les salariés qui disposent d'un revenu régulier annuel supérieur à 240 dirhams, et il y a aussi les salariés qui ne disposent pas et qui n'atteignent pas le seuil de 240 000 dirhams. Donc, il n'y a pas mieux qu'un simple exemple pour expliquer la chose. Donc, les salariés qui ont un revenu salarié régulier qui dépasse les 240 000 dirhams, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever la CSS chaque mois, donc d'après le salaire mensuel net, qui est maintenant, dans notre exemple, qui est de 28 000 dirhams fixes par mois, on va lui prélever les 1,5% qui est de 420 dirhams. Donc, chaque mois, on prélève le mois en janvier 420 dirhams et on la reverse avant la fin du mois suivant, c'est-à-dire en février. Et ce qui nous donne un total de 5 044 dirhams, qui est l'équivalent de 336 000 de salaire mensuel net global, soit 1,5%. Le deuxième cas de figure, c'est un salarié avec des salaires, avec un salaire qui est variable ou progressif. Le salarié mensuel, dans notre cas, le salarié touche un salaire net de 17 000 dirhams avec un cumul de 17 000 dirhams. En février, il touche encore 17 000 dirhams avec le cumul de 34 000 dirhams. Donc, on va rester comme ça. Donc, il n'y aurait pas d'imposition à la CSS jusqu'à l'atteinte du seuil de 240 000 dirhams qui va l'avoir au mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, il a touché 32 000 dirhams qui s'ajoutent au cumul et qui nous donne 242 000 dirhams. C'est à ce moment-là qu'on va appliquer le taux fixe de 1,5% qui, dans notre cas, l'équivaut à 3 630 dirhams. En mois de novembre, on va imposer uniquement sur le salaire net perçu au mois de novembre, qui est de 32 000 dirhams et qui équivaut à 480. En mois de décembre, on va faire idem, imposer 33 000 dirhams, ce qui nous donne 495 dirhams, ce qui nous donne un total de 4 605 dirhams. C'est l'équivalent 3 700 dirhams fois 1,5. Le conseil que je vous donne, c'est qu'au mois de décembre, il faut faire le calcul de bouclage pour régulariser la CSS. Est-ce qu'on doit faire un complément de déclaration parce que les impôts, ils calculent l'IR et la CSS sur la base annuelle. Et donc, on pourrait faire des ajustements courants d'exercice comme ça pour avoir in fine le calcul et le bouclage correct. Mais maintenant, je laisse la parole à Maître Habachi pour parler des mesures fiscales relatives à la TVA. Merci, Shuaib. Pour ce qui est de la TVA, donc on a noté également quelques dispositions qui ont été introduites par la loi de finances 2021 qui touchent beaucoup plus l'aspect consommation et l'aspect harmonisation par rapport à la consommation intérieure. Il n'y a pas grand-chose si on prend la première mesure qui concerne la taxation des ventes des métaux de récupération, ce qu'on appelle donc, du métal qu'on récupère. Donc l'ancienne mesure qui portait sur des ventes sur ce genre de matériel bénéficiait d'une exonération de la TVA, bien sûr, sans droit à la déduction. Aujourd'hui, avec la loi de finances 2021, donc tout ce qui est vente portant sur les métaux de récupération sont désormais soumis à la TVA au taux de 20%, chose qui ne va pas plaire, bien sûr, à les opérateurs dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, pour une question d'harmonisation au niveau intérieur, on a l'administration fiscale, enfin le législateur de manière générale, a jugé opportun de soumettre ces opérations-là à la TVA, donc au taux normal de 20%.
Deuxième mesure qui vise également les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires. On a vu dernièrement une explosion des ventes de ce genre de produits, donc surtout avec des nouvelles acquisitions. Donc les gens s'équipaient avec ce genre de produits. Auparavant, donc, ces produits étaient soumis, la vente de ces produits-là était soumise à la TVA au taux de 10. Aujourd'hui, la nouvelle mesure, c'est quoi? C'est que les ventes pour ce genre de produits soient exonérées de la TVA, mais sans droit à déduction. Donc ça aussi, ça s'inscrivait dans le cadre d'une harmonisation au niveau intérieur. Autre mesure qu'on pourrait citer également en matière TVA, l'exonération de la TVA à l'importation des viandes congelées, bovines et camelines, importées par les phares ou pour leur compte. Donc ça aussi, c'est une mesure qui vise une catégorie de produits et qui est destinée aux forces armées royales. Quatrième mesure, toujours dans le cadre de la TVA, c'est l'exonération avec droit à déduction des matériels militaires. Donc là aussi, regardez, ça touche nos armées royales. Donc là, l'exonération avec droit à déduction des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions, etc., acquis par les organes chargés de la défense nationale et les organes chargés de la sécurité et du maintien de l'ordre public. Ça veut dire que ce n'est pas un produit qui est destiné au public. C'est importé par une administration particulière, donc qui a d'ailleurs l'habilitation pour importer ce genre de matériel. Et donc, auprès des titulaires des autorisations de fabrication, etc., mais également auprès de certains commerçants qui disposent d'une autorisation, bien sûr, spéciale pour pouvoir importer ce genre de matériel. Là aussi, on a instauré cette exonération avec droit à déduction pour permettre à ces gens-là d'importer sans TVA. Voilà, grosso modo, les mesures qui concernent la TVA. Donc, on ne va pas s'attarder sur la TVA, on va essayer de regarder un peu de plus près qu'est-ce qui a touché nos fameux droits d'enregistrement. Vous savez, le droit d'enregistrement touche tout ce qui est transactionnel, donc tous les actes, toutes les opérations. Donc, à chaque fois, il y a des petits amendements qui concernent ces droits d'enregistrement. Aujourd'hui, la mesure phare qui a un peu chamboulé le champ, on va dire, c'est celle qui touche les avances en compte courant d'associés. Donc aujourd'hui, le législateur a essayé de rectifier le tir, de se rattraper par rapport à une mesure qui datait de la loi de finances 2019, qui consistait à dire que tout ce qui est convention, qu'elle soit écrite ou verbale, et qui touche une avance, une reconnaissance de dette ou quoi que ce soit, était imposable, c'est-à-dire était soumise au droit d'enregistrement. Il en est même des conventions de compte courant d'associés, qu'on appelle l'avance de trésorerie dans le jargon commun. Et à chaque fois que vous avancez de l'argent à votre entreprise, et bien cette transaction était soumise au droit d'enregistrement. D'accord? Aussi, ce qui est aberrant, c'est que les opérateurs ont sollicité l'avis de l'administration fiscale et l'administration fiscale a répondu dans un courrier qui date de mars 2020 en confirmant que effectivement les avances en compte courant d'associés sont soumises au droit d'enregistrement. Et là, c'était la douche froide à nos opérateurs parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique de l'entreprise marocaine, comme vous le savez, c'est l'histoire du BFR, c'est la trésorerie, etc. Et à côté des mesures de financement classiques, des fois l'entreprise fait appel à ses associés, d'accord, pour financer sa trésorerie, son BFR. Donc aujourd'hui, je fais une avance et en plus de ça, je vais la soumettre au droit d'enregistrement, c'était aberrant. Heureusement, je le dis, je le répète, avec la loi de finances 2021, donc ils ont essayé de rectifier le tir, c'est une bonne chose. Et la nouveauté a consisté à exonérer les actes, donc constatant les avances en courant d'associés, ainsi que les actes relatifs aux obligations et reconnaissance de dette. C'est-à-dire aujourd'hui, même si vous actez ça par écrit, eh bien, cette transaction n'est pas soumise au droit d'enregistrement. Toutefois, attention, le fait de dire qu'elle est exonérée ne vous exonère pas de la déclarer. D'accord? Alors, regardez le slide suivant, vous allez voir que cela ne vous empêche pas de
présenter le document à l'enregistrement. C'est-à-dire aujourd'hui, la loi de finances 2021 exclut l'obligation d'enregistrement de ces documents-là, mais ces opérations demeurent soumises à la formalité. Aujourd'hui, si vous formalisez la transaction, un acte sous seing privé ou un acte authentique, quel que soit le format que vous allez adopter, ça ne vous dédouane pas de l'obligation d'aller l'enregistrer. Bien sûr, vous n'allez rien payer, vous allez avoir la mention gratis que vous connaissez tous, mais cette formalité d'enregistrement est obligatoire. D'accord? Et donc, la nouveauté réside dans le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus des droits d'enregistrement. On paye 1,5 quand même par rapport à cette avance. Aujourd'hui, vous payez 0 dirham, mais vous accomplissez quand même la formalité d'enregistrement. Ça, c'est pour ce qui est des avances en compte court. Autre mesure qui s'inscrit, on va dire, dans la continuité de ces avances et qui s'inscrit toujours dans le cadre de l'encouragement de l'investissement, de la restructuration de l'entreprise, de ramener l'entreprise, on va dire, informelle dans le secteur formel et de formaliser, de restructurer l'économie. Donc, on a essayé également d'introduire une nouvelle mesure dérogatoire qui consiste à réduire le taux des droits d'enregistrement par rapport à une augmentation de capital par rapport en nature. Comme vous savez, les augmentations de capital par rapport au numéraire sont jusqu'à aujourd'hui exonérées. En revanche, quand il s'agit d'une augmentation de capital par rapport en nature, eh bien, elle demeurait soumise à un droit d'enregistrement d'1%. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on a baissé ce taux à 0,5, ce qui est bien. Donc aujourd'hui, non seulement vous pouvez faire un apport en nature, mais vous n'allez plus payer les 1%, vous allez payer les 0,5%. Cette mesure s'inscrivait également dans le cadre de ce qu'on appelait l'organisation et la restructuration des groupes, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez faire des apports à la holding ou bien de ramener l'entreprise individuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelait le père, la personne physique, vers une entreprise sociétale et donc encourager ces gens-là d'aller vers cette restructuration et bien sûr avec le moindre coût. Quand je vais apporter quand même un bien en nature dans le cadre d'une augmentation de capital par rapport en nature et payer 1%, ce n'est pas moi, quelle est la valorisation qui sera retenue par rapport à cet apport, des fois ça pourrait être décourageant et va pousser la personne à réfléchir 1000 fois avant d'entamer cette restructuration. Aujourd'hui, on a réduit quand même de 50%, de 1 à 0,5, c'est une bonne chose. Autre mesure qu'on a instaurée à la dernière minute, comme vous le savez, c'était la fameuse réduction du droit d'enregistrement pour booster plus ou moins le marché de l'immobilier. Pendant le confinement, puis après le déconfinement, pendant toute cette période de crise sanitaire, à un moment donné, on a senti quand même que le marché immobilier stagnait, ne bougeait pas. Alors, pour booster ce marché, donc la loi de finances a mis en place une dérogation et a réduit les droits d'enregistrement de 50%, a instauré un droit d'enregistrement qui a été réduit de 50% pour toute transaction immobilière qui ne dépassait pas les 2,5 millions. Avec la loi de finances 2021, donc on a essayé d'élargir l'assiette déjà. Donc cette réduction touche pas uniquement les biens à usage d'habitation, mais également les terrains et les logements également. Et pour cela, on a également élargi le montant et on ne parle plus de 2,5 parce qu'à un moment donné, on a émis la critique comme quoi 2,5, ça ne ramène rien. Ce n'est pas quelque chose d'important par rapport à la flambée des prix du marché de l'immobilier. Donc aujourd'hui, la nouvelle mesure, c'est 4 millions de dirhams. Et attention, cette mesure est limitée dans le temps. Aujourd'hui, c'est une mesure qui va arriver à échéance à compter du mois de juin 2021. C'est-à-dire, si vous envisagez acheter un bien immobilier qui rentre dans le cadre de ce budget, allez-y, faites-le avant le mois de juin 2021, parce qu'au-delà, on va revenir au taux du droit commun. Et là,
c'est une mesure transitoire, c'est une mesure provisoire qu'on a instaurée pour booster un peu l'immobilier et j'espère que ça a atteint l'objectif escompté. Et bien aujourd'hui, c'est une mesure provisoire qui a été introduite par la loi de finances 2021 et qui s'achève en mois de juin 2021. Voilà un peu, grosso modo, les principales mesures qui ont été introduites au niveau des droits d'enregistrement. Il y a des mesures communes qui touchent aussi bien les droits d'enregistrement d'autres aspects-là, que va développer mon cher ami Chouaib et que je vais lui céder la parole. Alors, par rapport aux autres mesures communes apportées par la loi de finances 2021, il y a l'article qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux, à savoir le rejet de déduction des dépenses facturées par des fournisseurs défaillants. Alors la nouvelle mesure consiste à ce que si l'administration fiscale constate l'émission d'une facture auprès d'un fournisseur qui ne satisfait pas ses obligations de déclaration de paiement ou qui émet des factures sans une réelle activité commerciale, l'administration elle a le droit de rejeter la déductibilité des factures de ses fournisseurs. L'administration aussi, et d'après le communiqué de son directeur général par intérim, M. Zazou, il a confirmé qu'il y aurait une liste qui va être publiée des fournisseurs défaillants avec leur numéro d'identifiant et les noms de ces fournisseurs sur le site Internet de la DGI et qui va être basé sur les jugements ayant acquis la force de chose jugée. C'était pour rassurer les contribuables parce que ça leur faisait peur que cette liste soit utilisée comme moyen de pression ou comme moyen de chantage pour les contribuables afin de les pousser à payer ou bien à adhérer à une action entreprise par la DGI. Donc, la DGI a rassuré en disant que seuls les fournisseurs qui auront eu un jugement du tribunal seront affichés sur cette liste-là. Autre mesure, c'est toujours par rapport aux infractions de factures fictives. Donc, déjà, le Code général des impôts et la loi prévoyaient des sanctions en termes pécuniaires comme amende et aussi en termes d'emprisonnement de 1 mois à 3 mois pour les personnes qui délivrent ces factures-là. Cette loi de finances 2021 a aussi intégrer les personnes qui rentrent dans le circuit de ces factures-là, donc les personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire ou bien qui facilitent l'obtention de ces factures ou bien qui contribuent à se soustraire de ces qualités de contribuables ou à un paiement d'impôts en vue d'obtenir des déductions ou des remboursements qui sont indus. Autre mesure, c'est par rapport à la neutralité fiscale des opérations de restructuration des établissements et des entreprises publiques. Donc, comme il a abordé Maître Habachi par rapport à la restructuration et la neutralité fiscale des sociétés publiques. Donc, la restructuration de ces établissements publics vont bénéficier de 3 mesures, à savoir une neutralité fiscale pour les opérations de restructuration lorsque les éléments apportés sont inscrits au bilan des entités concernées et aussi il y a aussi la TVA sera aussi neutre par rapport si jamais on transfère les biens du bilan de l'établissement public et encore il y aurait une exonération de droits d'enregistrement
relatif aux opérations de restructuration des établissements et des entreprises publiques, relatifs aux biens inscrits en bilan des entités concernées à leur valeur figurant dans les derniers binômes. Aussi, la même chose, c'est pour les installations des énergies renouvelables. Il y aurait aussi une neutralité fiscale en termes d'IS lors du transfert relatif à ces installations d'une entité à une autre. Il y aurait aussi, il n'y aurait pas de régularisation de TVA lors de ce transfert de ces actifs des installations énergétiques d'une entité à l'autre, et aussi il y aurait une exonération de droits d'enregistrement applicable aux actes écrits portant sur transfert d'actifs et de passifs relatifs à les installations et des énergies renouvelables. Autre mesure, c'est l'exclusion des entreprises qui communiquent l'état des ventes par client de l'obligation de mention sur les factures de vente du numéro d'identification à la taxe professionnelle de leurs clients. La mesure prévoyait que les sociétés qui font des ventes par tournée directes auprès des contribuables soumis à la taxe professionnelle, normalement, lorsqu'ils délivrent des factures de vente, ils doivent mentionner la taxe professionnelle de ses clients sur la facture. La loi de finances 2021 a instauré une exonération de la mention de la taxe professionnelle de ses clients sur les factures de vente si jamais la société fait une déclaration, bien une communication de l'état des ventes de ses clients auprès de la DGI. Par rapport aux mesures relatives aux procédures fiscales, la loi de finances 2021 la loi de finances 2021, pardon, 2 secondes. Je suis revenu à la première slide. Désolé, 2 secondes. Ce sont les aléas du direct. Ouais, c'est les aléas du direct, exactement. Alors, on était où? On était ici. Exactement, oui. OK, donc par rapport aux procédures de contrôle fiscal, donc il y a la refonte des dispositions relatives à la documentation sur le prix de transfert. Donc l'ancienne mesure prévoyait que les entreprises ayant des liens de dépendance directs ou indirects avec des entreprises situées hors du Maroc doivent communiquer à l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert, et aussi lors d'un contrôle fiscal, cette documentation doit être disponible pour le vérificateur. La nouvelle mesure de cette loi de finances 2021 vient limiter les sociétés concernées par cette mesure en ciblant les sociétés ou bien en concernant uniquement les sociétés ayant réalisé des transactions avec des entreprises situées hors du Maroc avec lesquelles ils ont des liens de dépendance directe ou indirecte, et aussi lorsque le chiffre d'affaires réalisé est déclaré hors TVA est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, ou bien l'actif brut au niveau du bilan est supérieur aussi à 50 millions de dirhams. Donc, à partir de l'exercice du 1er janvier 2021, ces sociétés-là qui sont concernées par la documentation des prix de transfert. L'instauration d'une amende de 0,5% du montant des transactions en cas de non-communication de la documentation sur le prix de transfert. Donc, la loi, le législateur, il a instauré une sanction en cas de défaut de présentation de la documentation relative au prix de transfert, qui est passible à 0,5% du montant des transactions concernées avec ces entités-là, sans que le montant soit inférieur à 200 000 dirhams. Donc, le minimum, c'est 200 000 dirhams relatif à ces amendes.
Autre mesure, c'est la limitation du champ d'application de la demande de consultation fiscale préalable. Donc, cette mesure-là vient à limiter ou bien interrompre les consultations externes des sociétés étrangères qui sollicitent la DGI pour certaines questions. Donc, la DGI, avec cet article, vient limiter la réponse par rapport aux consultations fiscales étrangères. Et à titre de rappel, les demandes de consultation préalable ne peuvent porter que sur les montages juridiques et financiers portant sur des projets d'investissement réalisés au Maroc, les opérations de structuration des entreprises et des groupes de sociétés situés aussi au Maroc, les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et d'autres qui sont à l'étranger avec des liens directs ou indirects, et aussi les opérations susceptibles de constituer un abus de droit. La suspension aussi de la durée de vérification suite à l'envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales étrangères. Comme vous le savez, le Maroc il a signé des conventions avec l'OCDE pour l'échange d'informations avec les administrations fiscales. Dans ce sens-là, le Maroc vient d'instaurer à travers la loi de finances 2021 et l'article 212.1 une suspension de l'envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales, donc la suspension de vérification lorsque la DGI sollicite les administrations fiscales étrangères pour certaines informations. Donc, elle suspend pour une durée maximum de 180 jours. Et le contribuable doit être avisé au maximum dans les 15 jours. À titre de rappel, le contrôle fiscal dure 3 mois pour les contribuables dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions de dirhams et 6 mois lorsque le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Donc, il faut maintenant imaginer que si la société, son chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams, la durée du contrôle sera de 6 mois. Avec la demande et la suspension de vérification pour avoir les renseignements auprès des administrations fiscales, il dure aussi une suspension de 180 jours. Donc, le contrôle fiscal va durer à peu près une année. L'interruption de prescription suite à l'envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales étrangères. Donc, la prescription est interrompue lorsque l'administration fiscale demande des renseignements auprès de l'administration fiscale étrangère. Donc, les prescriptions sont interrompues dans ce sens-là. Et cela à partir de janvier 2021. Par rapport aux mesures de régularisation, je cède la parole à Maître Kamal pour cette partie-là. À vous la parole. Merci Chouaib. Donc, c'est une mesure un peu particulière qui vise à régulariser un peu les effets d'une gestion qui pourrait des fois être irrégulière, etc. Donc, la mesure consiste à annuler un certain nombre d'amendes, pénalités, majorations, etc. Donc, la mesure s'inscrivait, comme je vous ai dit, dans le cadre d'une action de régularisation. Pour ce faire, toutes les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement concernant un impôt, droit à des taxes, etc., ainsi que ceux supprimés ou insérés dans le du code, ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement, c'est-à-dire aujourd'hui, on a lancé le recouvrement à partir du 1er novembre, en sus du principal des impôts, droits, taxes prévus par le code, qui sont toujours impayés à fin décembre 2020, sont annulés, avec bien sûr une condition que les contribuables s'acquittent spontanément du principal, d'accord, avant juillet 2021. C'est-à-dire aujourd'hui, on a jusqu'à juillet 2021 pour régulariser ces situations. Donc, en réglant le principal, et donc l'administration va abandonner tout ce qui est majoration et pénalité. Alors, les annulations, bien sûr, sont effectuées d'office par le receveur de l'administration fiscale ou par le percepteur, le cas échéant, lors de l'acquittement intégral du principal de l'impôt. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un impôt qui a généré un certain nombre de majorations et pénalités. Je vais spontanément m'acquitter de cet impôt. Je parle du principal et automatiquement, donc, le percepteur ou le receveur d'office va annuler tout ce qui est pénalité qui grève cet impôt.
ne peuvent faire l'objet d'annulation. Donc là, il y a une exception qui a été instaurée par rapport à la règle. Les pénalités, les amendes et les majorations, les frais de recouvrement, etc., ayant fait l'objet d'une procédure de rectification de la base imposable qui a abouti avant le 1er janvier 2021 à la conclusion d'un accord écrit assorti de l'émission de l'imposition avant cette date et au paiement en totalité ou en partie des pénalités, amendes, majorations, etc. Donc, regardez, c'est une exception aujourd'hui, c'est qu'on ne vise pas les procédures de rectification. Aujourd'hui, on parle plus d'un impôt qui n'a pas fait l'objet de procédure et qu'aujourd'hui, on a la possibilité de régler le principal. Aujourd'hui, c'est juste suite à une négligence, juste à une contestation qui a duré dans le temps. Et aujourd'hui, on se retrouve derrière avec des pénalités. Au lieu d'aller demander un dégrèvement avec tout cela implique, comme vous le savez, le dégrèvement n'est pas acquis d'office, n'est pas acquis facilement. Aujourd'hui, la loi vous donne ce dégrèvement d'office et qu'il y a un abandon total par rapport à ces pénalités dès lors que vous payez le principal, bien sûr, avant juillet 2021. Deuxième mesure, c'est la prorogation de la période d'apport à un OPCI, chose que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, la mesure a été instaurée, comme je vous ai dit, en 2018 et avec comme échéance décembre 2020. Encourager les gens qui avaient enregistré un retard quant à la création des OPCI ou la transformation de leur foncière en OPCI, donc parce qu'à un moment donné, il y avait un problème de réglementation, d'aspect réglementaire à peaufiner. La MFC n'accordait pas les agréments, il y avait un moment où on devait clarifier les choses parce que les textes réglementaires n'étaient pas encore là. Et donc, on a enregistré un peu de retard par rapport à 2018-2019. Aujourd'hui, pour encourager ces gens-là à continuer à créer des OPCI, à continuer à migrer leur foncière vers des OPCI. Donc, on a prorogé, comme je vous ai dit, la durée jusqu'à décembre 2022. Donc, on a toute l'année 2021 et l'année 2022 pour profiter de cet apport, c'est-à-dire aujourd'hui l'exonération de l'apport. Je ne sais pas s'il y a d'autres mesures. Il y a également une exonération des produits de cession des participations publiques. Ça aussi, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, par rapport donc, à l'encouragement du transfert des participations étatiques vers le privé. Donc, ces transferts-là sont exonérés d'impôts dès lors qu'ils s'inscrivaient dans les tableaux qui ont été publiés par l'administration fiscale. Quatrième mesure, c'est la déductibilité. Ça aussi, donc, on l'a évoqué tout à l'heure par rapport au don qu'on faisait au profit des associations à but environnemental. Donc, ce don-là pourrait faire l'objet d'une déduction sur le plan fiscal. Alors, je pense qu'il y a encore un problème technique, vous allez m'excuser. Aucun problème. Vous avez encore quelques petites minutes et on va passer à la partie Q&A. Je pense qu'on a débordé un peu par rapport au temps qui nous est imparti. Mais c'était très intéressant. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, je ne sais pas si Chouaïb voulait rajouter quelque chose, donc je lui cède la parole. Alors, par rapport à la loi de finances 2021, donc pour conclure, c'est des mesures qui ont été faites sincèrement avec une perspective, c'est de relancer l'économie marocaine et aussi par rapport à une relance des salaires et de l'embauche à travers des mesures phares, à savoir l'IR et aussi par rapport aux exonérations et aussi ça s'inscrit aussi par rapport à la volonté du Maroc de respecter les normes internationales en termes de fiscalité marocaine, plutôt fiscalité internationale, pour attirer toujours les investisseurs étrangers
et crédibiliser l'image du Maroc au niveau international. Donc, nous attendons avec impatience que ces mesures-là aient un impact positif par rapport à l'économie marocaine et que ça s'inscrit dans une perspective d'élargissement de l'assiette fiscale comme il a été recommandé dans les assises fiscales pour les exercices suivants. Donc, merci pour votre attention. Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des mesures fiscales entreprises par la loi de finances 2021. Donc, on reste à votre disposition pour répondre à des questions, que ce soit directement ou bien indirectement à travers nos contacts par mail ou bien par téléphone pour toute question ou bien pour répondre à toute consultation, que ce soit fiscale ou bien juridique. On est là pour vous. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages très pertinents. Comme on a un petit peu débordé sur le temps, je vous propose de passer à la conclusion. Donc, j'invite tous les participants à contacter l'AHK Maroc ou les intervenants pour leur poser leurs questions qui n'ont pas pu être traitées à la fin de ce webinaire. Et j'informe également les auditeurs que vous avez la possibilité de revisionner les webinaires de l'AHK Maroc sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite donc à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne rater aucune actualité et aucun événement que nous organisons. Je souhaite remercier chaleureusement messieurs Habachi et monsieur Chouaib pour leur contribution, ainsi que tous les participants pour leur écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire AHK Lecture Series de la Chambre allemande de commerce. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.